Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. Vous regardez une émission de 45 minutes pour répondre à l'ensemble de vos questions, les questions que vous pourrez vous poser sur l'école que nous recevons aujourd'hui, Télécom Sud Paris. Pour son programme ingénieur, c'est une école d'ingénieurs généralistes. On va tout vous dire dans un instant avec mes deux invités. François Delachéry, directeur de Télécom Sud Paris. Bonjour. Bonjour Clémence. Et on reçoit également, mais à distance, Loury, qui est élève ingénieur en première année. Bonjour Loury. Bonjour. Eh bien, bienvenue à tous les deux. On va commencer tout de suite avec le pitch. Et pour le pitch, je me tourne vers vous, François. Ça sera à vous de donner l'ADN de votre école en 1 minute. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt, oui, on y va. Allez, c'est parti, top chrono. Notre priorité, c'est une formation d'excellence dans un environnement d'exception. C'est pourquoi nous proposons à nos étudiants une formation au sein de l'Institut Polytechnique de Paris avec lequel nous partageons une trentaine de laboratoires de recherche d'exception. Nous apprenons à nos élèves ce que c'est que l'excellence en matière d'entrepreneuriat et nous disposons pour ce faire d'un incubateur d'entreprises directement sur notre campus. Nous les préparons à une carrière internationale d'excellence et nous proposons même à certains d'entre eux d'effectuer un double diplôme à l'étranger. Nous adaptons nos formations aux évolutions de la société et c'est probablement pourquoi nous obtenons un taux d'embauche de 93% environ dans les 3 mois suivant la sortie de l'école. Enfin, ce qui est absolument fondamental pour nous, c'est le bien-être des étudiants et c'est pourquoi nous les logeons dès leur arrivée en première année sur un campus d'exception animé par une 60aine d'associations étudiantes dans le domaine artistique, culturel et sportif. Eh bien, bravo François, vous avez relevé le défi des 1 minute top chrono, 1 minute tout pile. Bravo. Allez, on commence avec la première question. Question classique sur l'intégration. Comment intégrer votre école? À quel niveau on peut intégrer votre école? Est-ce qu'on peut commencer après le lycée? Est-ce qu'on peut commencer après une prépa? Même après une licence? Dites-nous tout François. Alors la voie d'intégration principale, c'est-à-dire là où on a le maximum d'étudiants qui rentrent, c'est après les classes préparatoires. Sur les 4 ou 5 filières possibles. On a également des admis sur titre qui rentrent directement en 2e année et on a aussi une possibilité d'entrer en ATS à l'issue d'une formation plus technologique. Je ne sais pas si tu veux compléter, Loury. Tout à fait. Vas-y, Loury. Oui, en effet. Comment tu es rentré? Moi, je suis rentré via une classe préparatoire MP, donc maths physique. Donc j'ai fait 3 ans de prépa et je suis rentré à l'issue des concours. Mais j'ai effectivement rencontré d'autres étudiants qui venaient de DUT ou de licence. Donc il y a aussi un peu de diversité de ce côté-là. Très bien. La filière maths physique, c'est la filière classique ou tu faisais partie de la minorité issue de prépa maths physique? Alors il me semble que plus d'étudiants viennent de maths physique. Parce que on a beaucoup de maths dans l'école, même aussi, enfin c'est une voie qui est assez adaptée. Mais il y a aussi des PC, donc physique chimie, des psy. On voit d'autres types d'étudiants, enfin qui viennent d'autres prépas, même si il y a un peu plus de MP en moyenne. Vous avez des quotas, vous avez des places préservées à certaines filières? Oui, grosso modo, pour avoir l'idée sur une promo complète, on a à peu près 90 et 86 cette année, peu importe le chiffre exact, en MP, à peu près 30 sur les filières physique-chimie et PSI, et entre 5 et 10 sur les 3 autres filières, avec une particularité qui est le cursus RECOM, qu'on ouvre à une dizaine d'étudiants chaque année, et encore y compris cette année. D'accord, donc ça fait des promos de combien chaque année à peu près? Alors ça fait des promos d'un peu moins de 200 élèves, 180, enfin, on essaye de faire 192, voilà. Si vous faites la somme de tout ce qui intègre chaque année, c'est un petit peu moins. Certains étudiants ont la possibilité de redoubler en première année pour différentes raisons, et au final, voilà, ça fait des promos entre 190 et 200 élèves par an. Très bien, merci beaucoup. Prochaine question, quels sont vos conseils pour réussir le concours? Est-ce que vous pouvez nous dire déjà en quoi consiste le concours pour l'année prochaine? Tu veux répondre, Loury? Si tu connais la réponse. Oui, je peux. Alors, oui, parce que j'ai vécu les oraux, puisque j'ai fait 3 ans de prépa, j'ai vécu les oraux. Ce que je vous conseille, c'est d'arriver... ouais, je les ai alors une seule fois, parce que la 2e année, il y avait plus d'oraux à cause du Covid. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, je vous conseille...
Donc, comme vous devez être à l'étape des oraux actuellement, ce que je vous conseille, c'est d'arriver reposé d'une part, et d'autre part, de bien regarder les rapports de jury et les sujets des années précédentes pour si vous y avez accès. Parfois, dans les prépas, je sais que ça se conserve d'une année à l'autre. Souvent, c'est assez formateur et ça vous permet d'arriver plus préparé à ce qui va vous attendre. D'accord, donc ça c'est pour les oraux, effectivement, pour ceux qui sont actuellement en période voilà, d'oraux. Est-ce qu'on peut refaire un point sur le concours en lui-même? Comment il se déroule? Comment ça se passe? Quelles sont les épreuves? Alors, il y a des épreuves d'écrit, comme dans toutes les épreuves de concours. Nous sommes sur le concours commun Mines Télécom. Il y a un certain taux d'admissibilité. Il faut comprendre que l'admissibilité, c'est entre 50 et 60% pour les filières MP, PC et TSI, et à peu près 30% d'admissibilité pour les autres filières. Et une fois qu'on est admissible, on passe les oraux sur une journée, donc les oraux vont bientôt avoir lieu. Je tiens à souligner que cette année, nous avons une épreuve nouvelle, complètement inventée depuis le mois de janvier, assez sympa. Et je vous encourage à aller voir sur le site du concours Mines Télécom, où tout est décrit vraiment dans les détails, le planning, les durées, les coefficients. Voilà. Vous avez fait un vrai teasing là. Qu'est-ce que c'est cette épreuve assez sympa? Alors l'épreuve sympa, c'est une espèce d'épreuve ludifiée. On a fait une épreuve sous forme de jeu où il faut tirer 3 cartes. Au hasard, et dans les 3 cartes au hasard, il y a une techno, il y a une application et un objectif à atteindre. Donc ça peut être réalité virtuelle dans les campagnes pour l'environnement. Et à partir de là, le candidat a un petit peu de temps de réflexion, pas beaucoup, et il doit présenter un projet. C'est pour voir sa créativité, pour voir comment il se débrouille. Et il y a différentes règles dans le jeu qui sont disponibles pour les candidats. Si une carte ne nous plaît pas, on peut avoir un joker pour la changer. Voilà. L'idée, c'est de sélectionner sur autre chose que les maths, la physique, l'informatique, c'est très important, mais aussi sur la capacité à rebondir. Et bien justement, ça sera l'objet de la prochaine question. Que recherchez-vous chez un candidat? Alors dans un premier temps, il faut quand même être bon dans les matières scientifiques, j'imagine, un minimum avoir le niveau. Et puis comme vous avez dit, dans un second temps, vous sélectionnez un peu la personnalité, la créativité. Oui, on est très attaché à ce qu'on appelle les soft skills. Donc c'est vrai que les concours, ce qu'on apprend en prépa, c'est être bon en maths, en physique et puis en informatique. Donc c'est vraiment important pour intégrer nos écoles d'ingénieurs. Maintenant, on cherche aussi quelqu'un qui a de l'intelligence émotionnelle, qui est capable de travailler en équipe. Le mouton à 5 pattes, un peu ça? Non, c'est pas vrai. C'est pas le mouton à 5 pattes. On a des... Vous avez beaucoup de candidats. Mais je donne un exemple. En première année, quand vous arrivez à Télécom Sud Paris, vous êtes intégré dans un projet qui s'appelle Gestion de l'apprentissage du travail en équipe. Et pendant 1 an, vous faites un projet. Donc, peux citer un exemple. Cette année, il y a des étudiants qui ont monté une épicerie solidaire qui est venue en aide aux étudiants pendant toute la période de Covid. Ils ont fait un truc extra avec des associations, des hypermarchés. Enfin, ils ont tout fait, quoi. Donc ça, c'est ce que disait Loury. C'est pas dans nos entretiens préparatoires, c'est pas juste geek. On fait quelque chose pour la société. Donc ça, c'est vraiment le travail en équipe, c'est chercher un sens à ce qu'on fait. Donc c'est au moment de cet oral-là qui est particulier que vous détectez ça? Ça se voit en partie, oui. Après, je pense que tous les étudiants ont ça au fond d'eux-mêmes. Ça se révèle plus ou moins au moment de l'entretien. Et sur les écoles, on vient de faire cette clôture du GATE il y a quelques jours, et franchement, ils ont tous été super, quoi. Honnêtement, c'est épatant. Très bien. Est-ce que, Loury, toi, tu as l'impression de faire partie de ce mouton à 5 pattes? Est-ce que tu avais un très bon niveau scientifique et puis tu as réussi à avoir aussi ce côté créativité, soft skills dont on parle? Sans t'envoyer des fleurs, bien sûr. Alors, merci. J'avais effectivement déjà un bon niveau scientifique parce que l'écrit se fait sur la banque se fait sur le même concours que Minpon, donc c'est quand même assez sélectif. Et ensuite parce que Télécom Sud Paris est très demandé sur le concours Mines Télécom, donc il faut de bonnes notes. Donc déjà il y a d'une part cette nécessité d'avoir des bonnes notes dans des domaines scientifiques, mais c'est vrai que je pense que j'ai été aussi beaucoup aidé par exemple le fait que je parlais bien anglais et que j'étais capable de faire une bonne dissertation. Ça peut paraître assez inutile entre guillemets quand on est en prépa, mais c'est vrai que quand on arrive dans l'école, on est amené à devoir présenter des projets, à devoir communiquer avec son équipe pour différents projets,
Et c'est des qualités qui sont très utiles et qui sont très valorisées dans le nouveau monde dans lequel on arrive, qui est beaucoup plus proche du monde du travail. Et c'est un atout énorme en fait pour quand on veut devenir ingénieur. Il a parlé de l'anglais, ça fait partie des critères aussi pour entrer à Télécom Sud Paris? Alors, en tout cas, ça fait partie des critères pour bien en sortir. Les élèves pour avoir leur diplôme, doivent avoir un score minimal au TOEIC. Et on insiste beaucoup sur l'apprentissage des langues. Alors l'anglais nous semble obligatoire, mais on peut apprendre d'autres langues. Et cet anglais, il est indispensable pour tous les stages à l'international, pour éventuellement faire un double diplôme. Et puis surtout pour se débrouiller dans la vie professionnelle, qu'on soit dans une boîte à l'étranger ou même dans une boîte en France. Donc l'anglais, oui, on insiste beaucoup sur l'apprentissage. C'est vraiment fondamental. On peut arriver avec un niveau d'anglais moyen. D'accord. Et on ressort avec un niveau d'anglais Une fois qu'on est excellent. dedans, on peut rattraper un petit peu. Oui. Enfin, Louris, c'est peut-être ça mieux que moi. Tu peux peut-être en parler, toi qui as suivi les cours. Hein. Oui, alors comme tu disais, c'est hyper important l'anglais dans le monde professionnel et cela dit, on peut arriver avec un niveau qui est bof en anglais et comme on va quand même ressortir avec un bon niveau parce qu'il y a des cours d'anglais qui sont mis en place, qui sont adaptés au niveau de l'élève. Et puis aussi parce qu'en fait, on est amené à le croiser souvent dès qu'on étudie un peu les nouvelles technologies. On a effectivement aussi des cours on avait un cours cette année qui était entièrement en anglais en tout cas au niveau du PDF de cours. Donc on a des occasions comme ça en fait de pratiquer qui font que dans tous les cas, on ressort avec un bon niveau et c'est très important. Très bien, merci beaucoup pour ta réponse. Prochaine question, tu peux commencer à répondre, Louris. En quoi vous démarquez-vous des autres écoles d'ingénieurs? Et j'aimerais savoir, toi d'abord, pourquoi tu as choisi cette école et pas une autre? Et quels ont été tes critères de sélection, de choix? Qu'est-ce que tu as pris en compte? D'une part, déjà, je pense que quand on vient de classe préparatoire, il y a un critère qui est pas forcément le plus intelligent, mais qui est très présent dans les esprits, qui est d'abord la réputation de l'école. Qu'est-ce qu'on nous en a dit, etc. Donc, d'une part, j'ai été attiré par ça parce que Télécom Sud Paris a quand même une bonne réputation. Ensuite, il y a le domaine étudié. Au sortir d'une classe prépa MP, souvent on aime bien les maths et on aime bien. Enfin, moi, j'aimais bien tout ce qui était maths et puis un peu le français, l'anglais, les soft skills aussi. Donc, en fait, Télécom Sud Paris, ça correspondait parfaitement parce que quand on regarde le programme, on voit que les matières sont très mathématiques et c'est des domaines qui sont très intéressants aussi parce que c'est des domaines qui ont de l'avenir en fait. Donc pour en citer que quelques-uns, il y a l'intelligence artificielle, la data science, mais aussi des systèmes embarqués, donc qui correspondent plus à de l'électronique pour ceux qui aiment bien ça. On a des réseaux forcément. L'école est très cotée en réseau et notamment en cybersécurité. Donc, je trouvais que c'était des sujets qui sont intéressants et qui parlent. Moi, ça m'a parlé. Et puis ensuite, il y a aussi l'environnement de travail. Je pense que c'est assez important de vivre des années dans un campus où on est bien installé. Et de ce côté-là, Télécom Sud Paris est assez fort puisque on a beaucoup d'associations et ça nous donne la possibilité d'apprendre beaucoup de choses en fait à côté des cours et de mener beaucoup de projets. Et je pense que c'est vraiment très enrichissant de vivre ça. Très bien, merci pour tes réponses. Maintenant, je vais demander au directeur de l'école, qu'est-ce qui vous démarque d'une école similaire, d'une école d'ingénieurs généralistes? Parce que vous êtes quand même une école d'ingénieurs généralistes, et il y en a quand même beaucoup. Qu'est-ce qui fait qu'on va vous choisir vous et pas une autre? Si je devais en citer une seule, je crois que c'est notre capacité à appliquer des sciences relativement théoriques, informatique, mathématiques, réseau, sciences de la donnée, à des concepts assez pratiques. C'est-à-dire que nous, une partie de notre ADN, c'est vraiment mettre en relation les étudiants très vite avec le monde de l'entreprise. D'où le projet de première année Gate, d'où les possibilités de rejoindre l'incubateur pour apprendre à construire une start-up dès la deuxième, voire en troisième année, d'où toutes les coopérations qu'on a au sein de l'Institut Mines-Télécom auquel nous appartenons, qui lui est vraiment sur les territoires et vraiment facilite le travail des 8 écoles membres
le travail qui consiste à connecter très très vite nos étudiants avec leur future vie professionnelle. Je crois que c'est ça vraiment qui nous démarque. C'est la théorie et la pratique. Très bien, on va revenir sur ce sujet qui est hyper important tout à l'heure. Mais avant cela, j'aimerais qu'on démonte quelques clichés avec la séquence Les clichés. Alors, vous allez me donner 3 clichés, 3 préjugés qu'on peut avoir sur Télécom Sud Paris, sur le métier d'ingénieur, sur l'environnement dans lequel vous étudiez. Et surtout, vous allez me dire ce qui est vrai, ce qui est faux. Un peu, on va essayer de démêler le vrai du faux et peut-être éventuellement démonter quelques clichés qu'on peut avoir. Alors, peut-être, Loury, tu peux commencer. Tu disais, ça m'a interpellée, que tu avais choisi Télécom Sud Paris pour sa réputation. Donc ça veut dire que tu avais quand même entendu dire des choses de cette école. Est-ce que tu peux nous donner du coup les clichés qu'on peut entendre sur cette école? Alors au niveau de la réputation, j'avais pas forcément, c'était pas forcément associé à des gros clichés entre guillemets, dans le sens où j'avais juste entendu dire que c'était une bonne école et qu'elle était assez demandée. Par contre, sur les questions qu'on pourrait se poser, sur les clichés qu'on pourrait penser de l'école, c'est une école qui est notamment axée sur l'informatique, les maths, les réseaux. Ça peut sonner un peu geek, et pour autant, ça l'est pas du tout, parce que, comme on le disait, l'école est aussi très axée sur les projets de groupe et sur les soft skills. Donc ça n'a rien à voir avec quelqu'un d'enfermé dans sa chambre sur son ordinateur. On rencontre beaucoup de gens aussi. C'est très humain. Ensuite, il y a un autre point qui peut faire peur quand on s'apprête à rentrer en école d'ingénieur, c'est que souvent il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes en école d'ingénieur. Et un des avantages de Télécom Sud Paris, c'est que c'est pas le cas. Enfin, c'est moins le cas peut-être que dans d'autres écoles. Parce que, alors certes, il y a une majorité d'hommes, mais on partage aussi notre campus avec l'école de commerce de IMTBS, qui, elle, a un équilibre homme-femme assez prononcé. Il y a à peu près, c'est assez mixte. Donc ça remonte, entre guillemets, la non-mixité des écoles d'ingénieurs. Sachant qu'en plus, quand on regarde au niveau des stats, souvent il y a un peu plus de filles à Télécom Sud Paris que en pourcentage que dans les autres écoles d'ingénieurs. D'accord, merci beaucoup pour ces 2 clichés. Est-ce que vous en avez un 3e, François? Ouais, je pense pour les étudiants et aussi personnel, quand j'ai dit que j'allais prendre la direction de Télécom Sud Paris, j'étais ravi, j'ai des copains qui m'ont dit « Ouah, mais t'es fou furieux quoi! Qu'est-ce que tu vas aller faire à Évry ou à Palaiseau dans le sud de Paris ?» En banlieue. En banlieue, sud, c'est bétonné, il n'y a rien, enfin voilà. Et alors, ouais, vous c'est avez ville survécu? nouvelle. Et pour autant, en fait, il suffit d'aller discuter avec les gens de Grand Paris Sud. Il suffit de constater, par exemple, que Évry, c'est une très grande ville étudiante avec l'université d'Évry. Il y a le Génopole à côté, à l'Institut Polytechnique de Paris, à Palaiseau, puisque nous sommes également sur Palaiseau. Il y a 4 autres grandes écoles, un très grand campus, une communauté très large. Et je vais donner un exemple, hein. Grand Paris Sud, quand on a souffert du Covid, hein, comme tout le monde au cours de l'année passée, ils ont fait des trucs incroyables pour nous, pour aider les élèves par exemple, je donne un exemple, ils nous ont donné des tas d'équipements 4G pour que les élèves puissent suivre les cours à distance. Je ne vais pas tout citer. Et donc il y a une communauté, alors qu'il y a un campus super hein, sur place. Alors le campus il est génial. Et en plus il y a une communauté universitaire d'entraide avec la ville, les territoires, etc. qui est incroyable dans Paris Sud. Donc ouais, en fait je suis super content d'y être allé moi. Enfin voilà, je suis ravi quand j'arrive à Évry le matin. Enfin j'ai la banane quoi. Très bien, merci beaucoup. Puisque vous parliez de la localisation, j'aimerais qu'on passe à la question suivante. Merci pour ces clichés. On va continuer sur la localisation parce que c'est vrai que ça peut poser question aux étudiants qui doivent faire un choix. S'ils ont le choix entre une école en plein Paris et une école en banlieue, effectivement, ça peut faire peser la balance entre votre défaveur. Et ici, du coup, j'aimerais que vous me disiez en quoi le campus est dynamique. Vous avez parlé du coup d'un campus dynamique. Alors, évidemment, Loury, tu vas donner ton avis, ton point de vue. Déjà, j'aimerais savoir, toi, si tu aimes bien Évry, si tu t'y sens bien, est-ce que tu loges directement sur place? Et puis, on parlera du campus en lui-même, peut-être des associations aussi, ça peut être intéressant. D'accord, alors oui, j'aime bien Évry, mais alors pas forcément Évry en ville en elle-même.
Elle est assez complète, il y a ce qu'il faut pour y vivre, etc. Mais je pense que là où on va vraiment trouver de l'activité pour les étudiants, c'est surtout sur le campus. Donc 90% des étudiants, en fait, j'habite juste à côté du campus, à 1 minute à pied, que ce soit dans les logements prévus pour les étudiants ou en colocation. C'est un campus qui est effectivement très dynamique et je pense qu'on s'en rend compte vraiment quand on y entre en fait. Mais il y a notamment en fait une vie associative qui est très riche et c'est vrai que enfin c'est quelque chose que toutes les écoles d'ingénieurs mettent en avant. Ils disent ouais on a une bonne vie associative etc. Mais je pense que euh, ce sera jamais autant qu'à Télécom Sud Paris. Elle Évidemment. hérite un peu d'une. Alors, ouais, je dis ça, bon, forcément, je suis un peu biaisé. Je vais te demander quand même de citer quelques exemples pour que tu sois crédible, hein, parce que c'est vrai que si je l'entends pas mal. Oui, ça, bien quand sûr. même. Vas-y. Bien sûr. Alors, en fait, il y a beaucoup de traditions, en fait, qui n'ont plus rien à voir avec du bizutage ou quoi que ce soit, qui sont instaurées. Et typiquement, par exemple, il y a une campagne BDE qui est la deuxième, il me semble, plus grande de France, avec beaucoup de budget. Donc, il y a énormément d'événements qui sont organisés par les élèves, qui sont groupés par groupe, donc par liste BDE. Et en fait, c'est une activité de fou furieux parce que pendant plusieurs mois, en fait, entre ça et les cours, ben, on sait plus où donner de la tête. Ça nous prend tout notre temps, mais en même temps, on est super investi dedans, donc c'est très agréable. Enfin, ça permet de Tu fais découvrir partie du beaucoup de BDE, nouvelles c'est ça? personnes. Ouais, je fais partie du BDE aussi, encore une fois, je suis biaisé. Mais pour quelque chose où je suis pas biaisé, récemment, il y a un club, par exemple, qui a été créé, un club de pêche, Pêchint, alors que par un étudiant comme ça, parce que voilà, juste Vous avec pêchez un où, groupe dans la d'étudiants, ils Seine? avaient envie de faire de la pêche, ils ont créé un club. Alors je sais pas où ils vont pêcher, je pense un peu plus loin que le campus, mais voilà, il y a beaucoup de clubs qui sont créés, qui sont alimentés par les étudiants. Et pour citer un exemple, il y a quelqu'un qui s'est mis à la vidéo au travers des clubs cette année. Et maintenant, il se retrouve en fait à prendre des photos pour des stars comme enfin Niska qui est très connu. Il prend des photos, il tourne des clips pour pour des rappeurs du coin qui sont super connus parce que il a pu apprendre beaucoup au contact des autres étudiants et c'est vraiment on apprend plus de choses qu'on ne le pense et c'est aussi enfin c'est très agréable à vivre parce que vous rencontrez d'autres étudiants et vous faites plein d'activités, vous faites ce qui vous plaise parce qu'il y a beaucoup de choix. D'accord. Donc c'est vraiment très bénéfique ça. Est-ce que c'est la possibilité aussi pour les sportifs de faire du sport sur le campus? Est-ce qu'il faut se déplacer, faire des kilomètres pour trouver un stade ou est-ce que vous l'avez à proximité par exemple? Je réponds? Comme vous voulez, François, allez. Allez, je réponds. Je rajoute une chose, ils sont tellement incroyables, le BDE, qu'on s'est plié en quatre au niveau de la direction pour leur permettre de faire la campagne BDO alors qu'on était en plein confinement en février-mars. On s'est dit mais c'est tellement une richesse pour l'école, il faut que cette campagne BDE se fasse et qu'ils puissent transmettre tout ce qu'ils savent faire. Et donc ils ont réussi à le faire, ils ont tout mis en place pour que ça soit sanitairement acceptable. Ils ont été incroyables. Je vais donner un autre exemple sur le sport. On a un responsable des sports auquel je rends hommage ici, qui est incroyable. Et donc, sur le campus, il y a 3 terrains de tennis. Il y a d'autres choses, il y a plein d'autres choses. Il y a 3 malheureux terrains de tennis, j'allais dire, mais c'est quand même peut-être une des seules écoles, voire la seule, j'en sais rien, qui accueille chaque année un tournoi de tennis qui fait partie du circuit national des grands tournois. C'est-à-dire qu'on a souvent des joueurs classés en ATP qui sont en finale. On a des numérotés français et les élèves peuvent participer. Il y a un tournoi parallèle avec les autres écoles. Voilà, donc ça c'est vraiment made in Télécom Sud Paris. La vie sportive est vraiment incroyable sur place et on gagne pas mal de choses dans pas mal de compétitions. Mais surtout, il y a une ambiance exceptionnelle d'un point de vue sportif. Et ça, je vous le dis. Ça a dû te changer ça, Laurie, de la prépa, non? Oui, carrément. Moi, j'étais en prépa dans le centre-ville de Cherbourg, alors au niveau sport, c'était pas trop ça. Mais ici, il y a un stade juste à côté, il y a des salles pour absolument tous les sports. L'activité sportive est vraiment très riche. On peut faire à peu près tout et n'importe quoi, tout ce qui vous plaît. Il y a possibilité de le faire. C'est un beach volley. Très bien, merci Beach beaucoup volley aussi. pour vos réponses. On continue puisqu'il y a quand même pas mal de sujets à aborder. En quoi consiste la première année, toi qui es en première année, Laurie? Alors j'imagine que ça a été un peu particulier, mais bon, dans l'absolu, en quoi ça consiste? Vous avez dit que votre atout c'était
la théorie et surtout la pratique, allier la théorie et la pratique. Est-ce que dès la première année, par exemple, vous avez des cours très pratiques? Est-ce que vous avez que des amphis? Comment ça se passe concrètement pour ceux qui veulent se projeter un peu plus? Alors, on a d'une part des cours assez théoriques avec de la théorie, mais dans divers sujets du numérique, parce qu'on n'est pas encore spécialisé. Donc, on va découvrir pas mal de choses dans différents domaines dans lesquels on pourra se spécialiser plus tard. Donc, d'une part, il y a ça, et d'autre part, il y a les projets aussi. Une des forces de Télécom Paris, c'est qu'on fait pas mal de projets. On en fait déjà 2 en première année. Donc, il y a le GATE, gestion et apprentissage du travail en équipe, dont on parlait tout à l'heure, et qui dure 1 an et sur lequel on peut faire tout type de projet. Donc, vraiment, vous pourrez choisir le sujet qui vous plaît. Ça peut être un sujet scientifique comme social. C'était quoi pour Et toi? on a le projet informatique aussi. Alors pour moi, c'était le projet Farmia. C'est un projet qui consistait en la construction d'un robot qui en fait utilisait l'intelligence artificielle pour faciliter la permaculture. Et donc on a codé un algorithme d'intelligence artificielle qui essayait de reconnaître si les plantes étaient malades ou pas. Trop génial. Eh ben, tu nous as pas presque perdu, mais ça a l'air bien. Est-ce que tu as réussi à mener ça à bien? Est-ce que ça marche ton projet? Est-ce que ça devient quelque chose ce projet ou est-ce que c'est juste pour les cours? Non, c'est vraiment quelque chose de pratique. De façon générale, les projets à Télécom Paris sont faits pour être pratiques et pour nous donner un premier aperçu concret de ce que c'est que mener un projet. Et on a réussi cette année à avoir des résultats. C'est un projet qui reconduit d'une année à l'autre. L'année dernière, il existait déjà. On a repris ce qui avait été fait, on a modifié un peu le robot, on l'a amélioré. On a retouché à l'algorithme qui marchait pas très bien l'année dernière. Cette fois-ci, il marche beaucoup mieux. On a vraiment repris le projet et ça avance de façon concrète. On a des résultats concrets sur les projets qu'on fait. Donc tu passes en 2e année. Oui. Bah, félicitations. Merci beaucoup. Peut-être pour l'avis du directeur de l'école, pour cette première année, vous avez beaucoup de pratiques aussi, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'était un de vos atouts? Oui, donc comme le disait Loury, donc il y a le GET, on l'a déjà dit plusieurs fois, il y a beaucoup de projets tout au long, de projets ou de séminaires tout au long du parcours dans l'école. La première année, c'est plutôt très généraliste, c'est un tronc commun, donc on n'a pas le choix. On apprend les fondamentaux. On apprend les fondamentaux dans la continuité de ce qu'on a appris avant d'entrer à l'école, maths, physique, informatique, mais on rajoute au fur et à mesure du réseau, du signal, de l'image. Et à partir de la 2e année, on commence à choisir différentes options, donc l'entonnoir se referme un peu. Et la 3e année, on a des voies d'approfondissement où là, on choisit qu'on veut vraiment se spécialiser en intelligence artificielle, en cybersécurité, en e-santé, pour commencer vraiment à se rapprocher le plus possible du futur métier qu'on va faire. Donc c'est généraliste, mais qui se spécialise vers la fin de la 3e année. Donc la première année, ouais, c'est tronc commun. Et ces filières, alors vous les avez un petit peu citées, elles sont du coup spécialisées dans la cybersécurité, dans tout ce qui est informatique. En fait, vous êtes quand même un peu spécialisé au final? Oui, en fait, ce qui est important pour nous, c'est de s'adapter à la société d'aujourd'hui, au monde du travail. Je donne un exemple, la cybersécurité, très clairement, va prendre de plus en plus d'importance dans la vie de tous les jours et dans la vie économique, bien sûr. Il faut des ingénieurs qui sont capables de faire ça, qui savent déjà faire ça une fois qu'ils sortent d'école. Et nous, par exemple, à Télécom Sud Paris, c'est un exemple parmi d'autres, on en a plein d'autres, on forme des ingénieurs spécialistes en cybersécurité qui sont extrêmement demandés sur le milieu de l'emploi. Enfin, eux, ils trouvent un job tout de suite. Toutes vos filières mènent au plein emploi, il n'y a personne qui est laissé sur le carreau? À 3 mois, comme j'indiquais tout à l'heure, on a 93% d'embauche, on a 80% d'élèves embauchés avant même d'avoir leur diplôme, et à 1 an, c'est 100%. D'accord. Loury, toi, tu sais déjà un peu vers quoi tu vas t'orienter? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Alors, je sais pas encore précisément, mais je commence à avoir une idée. Je pense que je vais aller sûrement vers de la data science ou de l'intelligence artificielle. C'est des domaines qui ont certains aspects en commun, mais qui sont un peu différents. Sûrement un de ces deux-là.
Ok, merci beaucoup. Dans ces choix que vous effectuez donc, au cours des années qui passent, est-ce que l'école est présente? Est-ce que tu t'es senti accompagné? Donc là, tu n'es que en première année, mais déjà, est-ce que tu as eu un accompagnement de l'équipe pédagogique, des professeurs, du directeur de l'école également? Et voilà, est-ce que tu te sens voilà, accompagné, épaulé dans les choix que tu vas faire? Alors oui, clairement, parce qu'on a eu l'administration a été très à l'écoute en fait cette année. On a eu plusieurs points rencontres en fait avec déjà toute la partie de l'administration qui gérait notre cursus. On a eu l'école a aussi été très à l'écoute avec le fait au niveau du Covid, le fait qu'on soit pour suivre les cours. Déjà d'une part la plateforme sur laquelle on a nos cours en ligne marchait très bien, donc on avait accès aux cours de façon assez fluide. C'était donc de ce côté-là c'était plaisant. Et ensuite il y a eu même des rendez-vous qui ont été mis en place avec la psychologue pour les élèves qui se sentaient un peu à part, qui avaient du mal à vivre la période, qui étaient un peu isolés. Donc de ce côté-là, je trouve qu'on a été très écoutés. Il y a une communication qui se fait avec l'administration et les directions de formation aussi. C'est très bien de ce côté-là. François, est-ce que vous connaissez grosso modo toutes les promos, à peu près, les élèves, vous les voyez, vous les rencontrez, vous êtes proche d'eux? J'ai pris la direction de l'école le 1er décembre dernier et je vous Donc c'est confirme récent. que c'est étrange d'arriver sur un campus où il n'y a pas beaucoup d'étudiants et c'est vrai qu'on a fait le maximum pour être en contact. On a fait beaucoup d'entretiens sur de la visio, on s'est beaucoup occupé d'eux, ils nous ont donné aussi pas mal de conseils, pas mal de retours. On leur a même proposé d'avoir des idées pour améliorer ce que faisait l'école en période de Covid. Moi, donc, je les connais pas tous, hein, j'en connais un certain nombre, et j'ai qu'une seule hâte, c'est une rentrée 2021 normale, quoi. On peut tous se voir, se retrouver, être en présentiel, voilà, faut passer à autre chose. Puisqu'on parlait du cursus, à quelles occasions et quand c'est que ça commence le contact avec le professionnel? Est-ce que déjà ça peut passer effectivement par les professeurs? J'imagine que vous avez pas mal de professeurs qui sont également professionnels, mais la période de stage, la période de forum par exemple, à quel moment ça commence et au cours du cursus, comment ça s'essaime un petit peu? Tu veux répondre, Laurie? Ah ouais, je veux bien. Alors, en fait, on a un contact avec ce côté professionnel un peu toute la scolarité. Il y a ce qu'on appelle des after-work qui sont organisés. Donc, ça peut être par plusieurs associations. Alors, soit c'est par le BDE, parce qu'il y a un service de relations entreprises dans le BDE qui s'occupe de contacter les entreprises justement pour organiser ce genre d'événement. Donc, ça peut être donc en fait ça prend la forme d'une espèce de toast, une petite réunion avec de quoi boire, des petits fours, et puis on discute de l'entreprise qui est venue se présenter. Ou alors ça peut se présenter sous la forme de conférences qui sont faites par le service relations entreprises de l'école, puisqu'on peut échanger à cette occasion avec les professionnels. Il y a aussi l'association Théma de l'école, donc qui est l'association des anciens élèves qui organise ce genre d'événements. Donc globalement, c'est des événements qui sont organisés par différents acteurs de l'école pour mettre en relation les élèves et les entreprises. Et pour le coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements de ce genre. Donc c'est assez facile d'avoir un contact avec les professionnels. Très bien, merci. Et tu as fait un stage toi déjà en première année? Alors il commence la semaine prochaine, donc pas encore vu, mais bientôt. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle le stage ouvrier? C'est le petit stage qu'on fait d'un mois en première année? Alors, c'est l'idée. C'est pas forcément un stage ouvrier, mais l'idée, c'est de découvrir l'entreprise. Moi, je vais le faire dans une start-up camerounaise et je vais faire du développement web. Donc, ce sera plutôt axé programmation, donc pas forcément ouvrier, mais toujours l'objectif de découvrir à quoi ressemble une entreprise à l'intérieur. Très bien, merci beaucoup. Ensuite, vous avez, j'imagine, des périodes de stage régulières en deuxième, troisième année? Oui, alors avec un point d'orgue qui est le stage long de troisième année, un peu moins de 6 mois.
C'est un stage très important pour les étudiants parce qu'il y a entre guillemets un taux de conversion du stage vers une embauche qui est relativement élevé. Ça, c'est vrai à Télécom Sud Paris, c'est vrai dans la plupart des écoles d'ingénieurs, et nous avons c'est pourquoi nous avons une organisation spécifique pour les stages avec une directrice des stages qui fait que tous les élèves trouvent un stage dans les temps, dans une entreprise qui leur plaît. Donc c'est même plutôt les entreprises qui nous contactent en disant on veut des stagiaires, on veut des stagiaires. Donc à la fin, c'est plutôt les étudiants qui choisissent que les entreprises qui choisissent nos étudiants. Et ça c'est très bien et on met beaucoup d'énergie pour préserver ça. Vous travaillez avec un certain nombre d'entreprises en particulier, dont vous êtes partenaire, qui vous prennent régulièrement des stagiaires? Alors oui, donc on passe par la fondation Mines-Télécom, puisqu'on sommes rattachés à l'Institut Mines-Télécom, et donc du coup on a des packages qui permettent aux entreprises de pouvoir accéder au CV des étudiants, leur proposer des stages. C'est souvent les mêmes entreprises qui reviennent d'une année sur l'autre, ça c'est très bon signe. Ça veut dire que les entreprises étaient contentes aiment bien être leurs stagiaires. Okay. Du coup, il y a des formes de filières qui se forment. Chaque année, on essaye de trouver également de nouvelles entreprises. Il y a des entreprises très particulières qui sont les entreprises qui parrainent les écoles. Donc chaque année, on a un parrain de promo. Donc ça, c'est vraiment là l'entreprise qui est la plus visible chez nous. Donc voilà, on a des parrains de promo, on a des entreprises très connues qui depuis très longtemps fournissent des stages, et puis chaque année on en a des nouvelles qu'on recherche. Voilà, c'est un équilibre, c'est gagnant pour tout le monde. Dans le pitch, François, vous disiez que l'entrepreneuriat faisait partie de votre ADN également. Est-ce qu'on peut remplacer éventuellement le stage par une expérience entrepreneuriale au sein de l'école? Oui, alors si vous regardez bien Loury, et puis en fait vous arrêtez de le regarder, vous regardez ce qu'il y a derrière. Il est justement dans l'incubateur de l'école, sur place. Il est devant le Hall of Fame. Donc ce que vous voyez derrière, c'est les logos de toutes les startups que nous créons, enfin que nous avons créées depuis que l'incubateur existe. On en crée quasiment 15 tous les ans. Il n'y en a pas une qui est morte là parmi elles? Elles sont toutes encore en vie. Hein. Alors je ne les connais pas par cœur celles-là, mais en gros on a un taux de survie à 5 ans qui est énorme, qui est aux environs des 3/4 de survie, ce qui est considérable. Et donc effectivement on propose à certains élèves qui le veulent de se former à l'entrepreneuriat et d'effectuer une partie de leur stage dans l'incubateur chez Sébastien Coët. Et j'insiste sur le fait que notre incubateur, sa grande force, c'est l'accompagnement. C'est comment accompagner des start-upers pour vraiment faire une start-up qui marche, qui est capable de toucher le marché et qui dure. On a un inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de start-upers qui veulent être à Paris intramuros. Nous, on compense cet inconvénient en insistant sur une qualité exceptionnelle d'accompagnement. Est-ce que vous avez en tête des startups ou des idées de startups qui sont novatrices à nous partager pour nous donner des exemples concrets? Alors là, c'est vrai que vous me... Je vous prends de coup. Ouais, vous me Loury, peut-être tu peux venir en secours de François. J'ai pas envie d'en citer une en particulier, mais Loury, vas-y. Ouais, je peux... Alors, pour citer, il y a pas mal de projets différents. Pour en citer un que je connais peut-être le mieux, parce que beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux passait sur ce projet. C'est un projet qui était pas technologique en plus, c'était lancé par l'école de commerce, enfin, par des étudiants de l'école de commerce, celui-ci, vu qu'il y a une mixité à l'incubateur. C'était leur projet, c'était de reprendre en fait d'anciens vêtements dont les gens ne voulaient plus, et en fait de les réutiliser pour faire de nouveaux vêtements, avec une nouvelle collection, etc. Et voilà, de l'upcycling, merci. Et donc il y a ce projet-là, mais il y a aussi des projets très différents. Notamment, je sais qu'il y a quelques années, il y a une boîte de consulting qui a très très bien marché. Donc là, c'était du conseil en technologie. Et c'est une boîte qui a c'est très divers en fait. C'est très divers. Oui, c'est pas forcément dans la cybersécurité, dans l'informatique. Oui, c'est très divers. Maintenant, j'y repense. Je pense à un de nos excellents anciens élèves qui s'appelle Carole Fogarassi, qui a monté une start-up super qui permet de faire de la lecture pour les enfants. Donc c'est un peu l'audible
l'audible, je ne sais pas comment on dit là, Oui. enfin voilà. Audible, ouais. Euh, Je ne sais pas non plus. pour, mais j'audible. pour les enfants, et c'est un truc qui cartonne. Donc c'est vrai, c'est numérique, mais enfin, le champ d'application, bah, c'est un champ d'application, et il est très particulier. Ouais. Et c'est vrai, ce que dit Loury, je dois le préciser, donc IMT Starter, c'est le nom de notre incubateur, c'est un incubateur de l'Institut Mines Télécom, il est partagé avec IMTBS, qui est l'école de management, et très souvent, il y a une hybridation entre justement l'école de les étudiants de l'école de management, et les étudiants de Télécom Sud Paris. Et quand on met les deux ensemble, ben, ça fait un mélange de compétences et qui permet justement de faire des trucs très très sympas en matière de création d'entreprise. Très bien, alors on a cité plusieurs fois l'IMT, voilà, l'Institut Mines Télécom, c'est ça? Donc vous faites partie, vous êtes également membre fondateur de l'Institut Polytechnique. Oui, de Paris. De Paris. Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement pour les étudiants qui regardent, les lycéens? À quoi ça sert de faire partie de cet institut? Alors je vais donner deux exemples, hein. Je pourrais en citer 25. Je vais donner deux exemples qui me viennent le plus à l'esprit. En troisième année, par exemple, vous pouvez prendre une voie d'approfondissement et vous pouvez aussi faire un Master 2, comme dans les universités. Et dans les Master 2 d'IP Paris, il y en a 75. Il y a 75 Master 2 qui sont partagés entre les 5 écoles fondatrices d'IP Paris, avec donc du coup un nombre de professeurs qui est multiplié par au moins 5 par rapport à ce qu'on pourrait avoir dans une seule école. Des encadrants de tout premier rang. Et par exemple, enfin Loury, si tu veux faire la voie d'approfondissement intelligence artificielle, elle est partagée avec deux autres écoles, l'Institut Polytechnique de Paris, avec j'espère que je vais pas dire une bêtise, je crois que c'est l'ENSTA et pas l'ENSAE, mais bon, enfin voilà, pardonnez-moi, et je suis sûr Télécom Paris. Et donc ça, c'est vraiment énorme en matière de... On mutualise les professeurs, on mutualise les profs, labos, les spécialisations, les labos. On peut faire un master qui est à cheval sur plusieurs écoles. Okay. Donc ça, c'est incroyable et c'est concentré dans le sud de Paris. Donc ça, c'est une première chose. Et l'Institut Mines Télécom donc, est plus ancien que l'Institut Polytechnique de Paris. Il regroupe 3 écoles, grosso modo, hein, je simplifie, 3 écoles de télécom et 5 écoles des mines. Et là, ça apporte des possibilités de coopérer avec l'industrie qui sont considérables. Et la direction générale de l'IMT est, on va dire, très très performante. Notamment par exemple avec les instituts Carnot qui permettent de connecter les chercheurs et donc peut-être les futurs étudiants qui se destineraient à la recherche avec les entreprises par l'intermédiaire de ces instituts Carnot. Donc finalement, ça donne vraiment beaucoup de boulot au directeur d'appartenir aux deux instituts, ça je vous le confirme, mais ça apporte énormément à tout le monde, aux élèves, aux enseignants, aux chercheurs. Voilà, ça c'est vraiment un atout super. D'accord. Alors il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est l'international. Ouais. Ça fait partie aussi des points forts des écoles d'ingénieurs en général. C'est un axe important hein, de nos jours, on ne peut plus y couper. Est-ce que ça fait partie aussi de vos atouts à Télécom Sud Paris? Est-ce que l'international c'est obligatoire déjà? Et est-ce que vous avez des partenariats particuliers? Est-ce que vous pouvez nous faire voyager là, même si on est encore à Paris dans le 15e? Ouais, je veux bien voyager là, ça manque un peu. Alors, faites-nous voyager, faites-nous rêver. Je vais répondre à la première partie de la question, je vais passer la parole à Loury, s'il n'arrive pas à tout dire, je reprendrai. Donc, il y avait une question, c'est est-ce que c'est obligatoire? Oui. Et la réponse, c'est oui, c'est obligatoire. À partir de quelle année? Il faut cumuler 12 semaines, il faut valider 12 semaines au total à l'étranger. Alors si on en fait 18, c'est encore mieux. Hein. Mais il faut réussir à valider sur les 3 ans 12 semaines à l'étranger pour obtenir le diplôme de Télécom Sud Paris. On peut le faire quand on veut du coup? Oui, quand on veut, oui et non. Enfin, il y a des moments du tronc commun où on ne peut pas aller à l'étranger. Donc il y a des moments privilégiés qui sont les moments de stage, les moments de projet. Qui permettent de faire de cumuler ces 12 semaines à l'étranger. Après, il y a effectivement plusieurs possibilités. On peut faire son stage long de 5-6 semaines à l'étranger. C'est possible. Il y a beaucoup d'étudiants qui choisissent de le faire malgré tout en France, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi une possibilité de... Voilà, c'est un tremplin pour la suite. Et je ne sais pas, Loury, si tu veux compléter, tu t'es peut-être déjà intéressé à ce que tu allais faire à l'étranger, donc ce serait vachement intéressant de savoir ce que tu envisages. Moi je dis encore un peu, mais on arrive on est dans la période où on fait les demandes, alors j'ai encore quelques jours pour réfléchir, mais je pense que entre partir à ce qu'on appelle le S8, donc c'est-à-dire le 2e semestre de la 2e année, ou à le partir plutôt en dernière année
faire peut-être un double diplôme, c'est-à-dire remplacer la dernière année à Télécom Sud Paris par un an dans une université partenaire à l'étranger, pour avoir deux diplômes, à la fois celle de l'étranger et l'université de l'étranger et Télécom Sud Paris. Il y a pas mal d'opportunités de ce côté-là. Sinon, j'aurais aussi pu faire l'étranger en stage, comme François disait. C'est assez libre de ce côté-là. Il y a partenaires dans beaucoup de différents pays. Donc, tu as des envies particulières d'un continent en particulier ou tu fais en fonction de ta carrière future? Comment tu choisis en fait? Je pense que c'est déjà il y a une affinité au niveau effectivement du pays et puis de la langue, parce que mine de rien c'est l'occasion d'approfondir une langue. Typiquement, je sais qu'il y a plusieurs élèves de deuxième année que je connais qui ont choisi de partir par exemple en Irlande pour améliorer leur niveau d'anglais et vraiment avoir une espèce de certification entre guillemets sur leur CV qu'ils parlent couramment cette langue. Mais il y a aussi des gens qui vont s'intéresser beaucoup à un pays en particulier, notamment aussi pour ces universités, parce que il y a aussi la question de quelle université propose quel type de cours. Donc souvent il y a des universités et des pays qui sont meilleurs dans certains domaines que d'autres, donc ça dépend aussi de ça. Et toi, du coup, ton cœur balance entre quoi et quoi? A priori, je vais sûrement aller soit en Italie, parce que à Turin, parce qu'ils ont un bon niveau en maths et c'est ce que je cherche. Ou alors peut-être que je vais me tourner vers un double diplôme plus en Angleterre. J'hésite encore, ça dépendra. Très bien. Faudra tirer à pile ou face à la fin si tu ne sais pas. Ok, donc des doubles diplômes, ça c'est intéressant. Vous avez quelques partenariats un peu prestigieux à nous citer? On a des partenariats déjà sur les 5 continents. On a plus de 100 partenariats avec des écoles et surtout des universités étrangères, puisqu'à l'étranger c'est surtout des universités. Louri a cité l'Europe, mais on a des coopérations avec l'Asie. On peut aller même jusqu'au Japon ou en Corée du Sud. On a des coopérations avec les Amériques, je vais citer l'exemple. J'ai envie de citer l'exemple du Canada, puisque on a un élève qui est parti là-bas faire un projet de recherche et qui, tout en étant au Canada, a remporté un prix en France pour un projet assez formidable, utilisant qui est dans le domaine de l'e-santé, qu'on cherche à développer, et qui permet de détecter en examinant la rétine de patients souffrant de diabète, si leurs yeux vont bien ou s'ils vont pas bien. Donc il a gagné un prix de recherche, il est extrêmement jeune, voilà. Et donc ça fait partie des projets qu'on peut mener. Là, de fait, c'était avec l'Université du Canada, donc c'est vraiment hyper important de faire ces stages à l'étranger. Je le recommande. C'est très enrichissant. On voit d'autres manières de travailler et on apprend des choses exceptionnelles. C'est l'heure du qui suis-je. J'ai pas fait exprès. Donc, le qui suis-je un peu tardif aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'était parce que c'était passionnant ce dont on a parlé juste avant. 3 personnalités bien différentes qui pourraient avoir fait cette école, hein, parce qu'elles ont des personnalités qui pourraient correspondre à vos étudiants. Nous avons Antoine Griezmann qui est sportif, donc je ne vous le présente pas, hein, c'est un champion du monde. Thomas Pesquet qui est également, que je ne vais pas vous présenter, parce qu'il est aussi hyper connu. Et un peu moins connu peut-être Darnella Frazier, alors je pense que ça se prononce comme ça. Alors elle a 18 ans, elle est super jeune, elle peut avoir l'âge de vos premières années peut-être, s'ils sont un peu précoces. Et c'est elle qui a reçu le prix Pulitzer spécial, donc c'est un prix de journalisme en fait, parce qu'elle a filmé l'interpellation et le meurtre de George Floyd à Minneapolis fin mai 2020. Elle a permis du coup cette vidéo à élucider l'enquête. Donc 3 personnalités, on a une femme, on a 2 hommes et tous les 3 sont un peu des héros à leur manière. Est-ce que vous avez une préférence, François? Vous avez parlé tout à l'heure d'un prix, donc c'est pour ça que ça fait penser à Darnella, le prix d'un de vos étudiants. Ouais, j'espère qu'ils sont admissibles et qu'ils vont passer les euros. Je les prends tous les 3. J'espère aussi. Les 3 représentent très bien l'ensemble des valeurs de l'école. Il faut voir qu'une école, c'est une diversité incroyable, à la fois chez les étudiants et à la fois chez les enseignants-chercheurs et chez le personnel. Donc on a beaucoup de valeurs à mettre en avant. Antoine Griezmann, c'est le côté,
représenterait peut-être le côté de la vie associative de l'école, le côté sportif, la capacité à se dépasser, la capacité à travailler en équipe. Donc c'est un joueur parmi d'autres. Une équipe, ça gagne parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui marque des buts, mais il y a aussi tous les autres. Donc ouais, Antoine Griezmann, je le prends. C'est le chouchou de l'entraîneur. Hein. Ouais. Oui. Non, mais bon, voilà, je le prends. C'est un sportif, donc on le prend à l'école, évidemment. Pesquet, ben, finalement, je trouve qu'il représente bien l'école aussi parce que déjà, il est drôle. Il se met au niveau. Ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il se met au niveau de tout le monde. C'est-à-dire qu'il est capable de vulgariser les trucs incroyables qu'il fait, transmettre sa passion et de donner envie. Enfin, moi, il me donnerait presque envie d'aller dans l'espace, alors qu'au départ, si on m'avait demandé d'aller dans l'espace, j'ai dit mais vous êtes complètement dingue, j'irai jamais là-haut. Donc, et puis aussi, il reprend ce que je disais tout à l'heure sur l'école, c'est-à-dire que finalement, c'est quoi aller dans l'espace? C'est un nombre de technologies incroyables, parce que pour envoyer quelqu'un dans l'espace, c'est hallucinant tout ce qu'il faut être capable de faire. Mais pour quelque chose qui est quand même très pratique, c'est qu'à un moment donné, ben, en vrai, il est dans l'espace, quoi. Donc on est vraiment dans les super sciences appliquées, donc je trouve qu'il représente très bien l'école. Et Madame Frazier, c'est ça. Alors déjà, je trouve que c'est bien que elle est jeune. Donc là, pour le coup, je pense qu'elle est jeune, elle est dynamique. Elle complète la diversité. Donc je vais insister sur la diversité des gens de l'école. Donc elle complète la diversité de ce panel. Elle est dans l'intelligence émotionnelle. Donc là, on est un petit peu en dehors des technologies, mais c'est aussi ce qu'on cherche à l'école. Elle a fait quelque chose qui est carrément fondamental pour la société, j'allais dire la société des nations, ça fait un peu daté, mais pour le monde, c'est d'avoir ce courage de mettre son travail en avant pour aboutir à l'élucidation très importante de ce qui est arrivé à George Floyd. Et elle a que 18 ans. Donc voilà, moi, je pense qu'elle représente... d'une certaine manière, elle représente à elle toute seule une forme d'excellence, et le fait que les jeunes, dès 18, 20 ou 22 ans, peuvent être, entre guillemets, des gens ordinaires, mais qui font des choses extraordinaires. Donc ouais, je les prends tous les trois, et franchement, j'ai envie de garder les trois. En choisir un seul, et en fait, il en faudrait beaucoup pour décrire toutes les valeurs qu'on a à l'école. Loury, est-ce que tu as eu le temps, j'imagine, de choisir un personnage, enfin une personnalité plutôt? C'est un peu pareil, c'est difficile de choisir parce que je pense que C'est le jeu. la diversité dans l'école fait que. Mais ouais, si je devais enfin, ben, je pense que j'ai envie de dire un peu les trois. Je pourrais dire Thomas Pesquet pour l'aspect scientifique et puis le côté un peu futuriste de la découverte spatiale, côté technologique. Mais j'ai bien envie de dire aussi, alors je me souviens plus tout à fait de son nom, la personne de droite. Alors, pardon, exactement, c'est Darnella Frazier. Okay. D'accord. Eh bien, Darnella Frazier. Eh bien, je pense que je pourrais la choisir elle. Si je devais si je devais choisir qu'une seule personne, je dirais que je la choisirais peut-être elle, parce que il y a un côté, il y a un aspect dans ce qu'elle fait. Elle est, comment dire, il y a un aspect en accord avec l'actualité et avec ce qui se passe concrètement dans la vie de tous les jours et dans le monde, un peu des sujets de société. Ouais. Ça aborde un sujet de société, je pense, je pense que c'est quelque chose qui nous tient à cœur à l'école, c'est d'aborder des sujets de société et d'être un peu sur le terrain, entre guillemets, dans ce qui se fait concrètement et être préparé à agir concrètement sur le monde de demain, en fait. Eh bien, très bien. Merci pour ta réponse, Loury. On se dirige vers la fin. On est déjà largement sur le temps additionnel. Ben justement, c'est l'heure de conclure avec le temps additionnel. François, une phrase pour résumer, pour peut-être conseiller ou inciter ceux qui nous regardent à postuler éventuellement à Télécom Sud Paris? Oui, vous avez le droit
une formation d'excellence dans un environnement d'exception, toutes et tous qui passaient les concours. Donnez-vous cette chance en réussissant les oraux et puis en venant chez nous. Et je redonnerai le conseil de Laurie tout à l'heure qui est excellent et je pense à vous toutes et à vous tous là qui êtes en période de fin de passage, qui devait stresser un peu pour les oraux. Arrivez reposé, faites-vous confiance, c'est vraiment hyper important, faites-vous confiance. Tout ce que vous avez appris pendant 2 ans ou 3 ans, si vous avez redoublé votre 2e année, vous le savez. Et le jour du concours, il faut être en forme, faut être naturel, il faut donner tout ce qu'on a. Et levez-vous en disant que vous êtes la meilleure ou le meilleur. Et voilà, si vous avez l'occasion de venir chez nous, on vous accueillera avec grand plaisir pour vous montrer en concret tout ce qu'on vous a décrit aujourd'hui au cours de cette émission. Très bien, merci beaucoup François. Et Laurie, tu peux fermer le bal. Eh bien, je vous conseille Télécom Sud Paris parce que c'est l'occasion d'apprendre énormément et aussi de vivre une expérience humaine formidable. Et si vous choisissez Télécom Sud Paris, je promets que vous vous en rendrez compte et que c'est un choix que vous regretterez pas. Eh bien merci, ça sera avec ces mots optimistes qu'on va conclure. Merci beaucoup, merci François d'avoir été avec nous et merci Laurie, en direct de l'incubateur de Télécom Sud Paris. Merci à tous les deux, merci à vous surtout derrière l'écran de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous a aidé dans votre choix d'orientation, qu'on vous a éclairé, donné un maximum d'informations. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo avec une autre école. À bientôt sur Campus Chanel. Bye bye.